Merci de nous rejoindre pour cette autre édition de Regard Social, la toute première de ce mois de septembre. Ce soir, nous rentrons de plein pied dans un sujet qui fâche et qui continue de susciter des débats sur la place publique. Nous parlons de violences basées sur le genre pour essayer de comprendre les causes de ce phénomène qui est en nette évolution au Cameroun. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue sur Regard Social. Vous avez certainement découvert, comme nous, les images effroyables de cette jeune dame de 42 ans, battue jusqu'au sang par son compagnon avec qui elle vivait depuis plus de 10 années. Des images qui ont donc fait le tour des réseaux sociaux et qui ont suscité au sein de l'opinion publique un gros débat. Ce soir, nous revenons sur le cas de Germaine, 42 ans, battue depuis 10 années par un compagnon tantôt jaloux, tantôt violent, pour donc essayer de comprendre les motivations de ces derniers, mais surtout les circonstances dans lesquelles Germaine a vécu durant toutes ces années, une expérience que de nombreuses femmes connaissent au sein des foyers camerounais, des femmes qui ne sont pas toujours écoutées par la société, qui ne sont pas écoutées par leur famille et qui sont obligées de traîner avec elles ce lourd fardeau qui entraîne beaucoup d'entre elles vers la mort. L'équipe de Regard Social, au cours de cette semaine, a donc fait pied avec la famille de Germaine, 42 ans, pour vivre en même temps qu'elle les différentes étapes de cette vie de violence. Nous vous proposons donc de suivre cet élément qui a été réalisé de main de maître par Danny Warens II. La violence masculine contre les femmes n'est pas une simple abstraction. C'est une réalité concrète et horrible, tragiquement banale et quotidienne. Dans le monde, 35% des femmes ont subi une fois des violences physiques ou sexuelles de la part d'un partenaire. Même si certaines préfèrent souffrir en silence, au final, la gravité de ces actes barbares perpétrés sur elles finissent par trahir ce qu'elles endurent. Cas d'espèce, ici au quartier Ngangsoa, dans le 2e arrondissement de Douala, où Germaine, victime d'actes de violence, a trouvé refuge dans la maison familiale. Ouais, c'est pas la première fois, bien avant même que je ne vienne même d'arriver ici à Douala. Alors, en fait, il y avait déjà un peu cette amalgame qu'elle traversait déjà. Bon, nous on s'est dit c'est une relation. Dans une relation, il y a toujours des problèmes. On a simplifié. Une fois, lorsque je me suis installé ici dans la maison, j'ai vu bien avant qu'ils ne viennent faire le massacre là. J'ai paniqué même. C'est quel genre de mec que ma sœur est allée chercher parce que je n'avais jamais vu. C'est passé. Et ça devenait une routine. À chaque moment, elle venait rentrer, Un matin, je me suis levé, je lui ai dit moi-même. Et avant de lui parler, j'ai dit à son fils, qui est notre fils, que non, il faut que ça s'arrête. Quand ça ne donne pas, ça ne donne pas. Donc, voyant la situation à la maison, moi aussi j'ai compris que bon, il fallait qu'elle ait aussi ses cases. Tout le monde qui va rester, c'est pas tout le monde qui réussit dans la vie. D'autres peuvent trouver des solutions. Elle est partie toujours. Mais à tout moment, c'est le même délire. Tout moment, c'est le même délire. C'est le même délire, Mais qu'est-ce qui ne va pas? Ce qui s'est passé avec la maman, réellement, je ne sais pas.
le problème qu'ils ont eu là-bas avant qu'ils ne la tapent. La nuit, vendredi, j'ai eu un choc où j'ai failli avaler ma langue. La maman n'était pas là, elle est donc venue samedi passer toute la journée avec moi. Rentrer aux environs de 22h puisqu'ils avaient un mariage auquel ils devaient aller. Elle est quittée à 22h partie. Aux environs de 2h, 3h, elle est revenue dans cet état, déchiquetée partout. Mes cousins l'ont portée, amenée là-bas pour dire que le gars va prendre soin d'elle. Arrivé donc là-bas, le gars a encore cassé la bouteille pour vouloir les poignarder. En gendarmerie, les gars du quartier se sont rebellés, allés là-bas, trouvaient que la gendarmerie l'avait saisi. Lui, avec le désordre, il s'est encore échappé, il a fui. Ça fait déjà aujourd'hui plus de 8 ans que le monsieur est à ma maman depuis que je suis petit. Combien? Près de 10 ans en fait. Donc, moi je sais que c'est depuis quand je suis petit quand même. Ma maman, avant ça, ma maman avait un travail, un bon travail. C'est le monsieur, je ne sais pas. Elle m'a dit qu'elle ne quitte pas là-bas parce qu'il n'y a pas de place où rester ici à la maison familiale. Donc, depuis qu'elle a eu son choc là, c'est ici qu'elle dort. Bon, pour vous dire, je ne sais vraiment pas ce qui s'est passé cette nuit-là. Parce qu'elle est quittée sur les environs de 22h, comme elle était avec moi. C'est tout ça. Il habite à la Cité de la Paix. En présent, moi, je ne sais pas, puisqu'il a fui. Il s'est échappé, on ne sait pas d'où il est. Bon, maman, on voit Sa situation, bref, elle doit normalement faire, elle a mal aux yeux, à la tête, tout ça. Et moi-même aussi, ça ne va pas, puisqu'il doit faire, on m'a prescrit de faire un scanner. Bon, c'est avec les petits. Qu'est-ce que vous avez vu au fond devant le scanner? J'ai eu un choc, j'ai failli envaler ma langue. Je suis tombé de la tête. Après le match? Oui, après le match. Moi aussi, vu qu'elle suis venue encore avec eux. Et Pour quand... ça, il m'a vu là chuter. Il est retombé. Ils ont écarté mon papa. Maman, il y a un médecin qui suit maman. Vous avez un médecin qui la suit? Il n'y a pas un médecin qui la suit. Il n'y a pas. Quand on l'a amené, la gendarmerie, on l'a amené à Bingo, avec les petits, la main d'œuvre de tous les gens du quartier. Oui, on a pu peut-être faire seulement le pansement, c'est tout. Depuis ça, on n'a pu rien faire. Avec la petite monnaie que j'ai, on a payé les petits comprimés ici chez un docteur là en haut. Et après ça, on n'a pu rien faire, puisqu'il n'y a pas les moyens de faire. Il n'y a pas les moyens. Les conditions de vie difficiles que traverse la famille de Germaine vont pousser la jeune femme de la quarantaine bien prononcée à vivre avec un homme pour qui l'amour au fil du temps a cédé place aux agressions physiques de tout genre. Me laisser ici à la maison. C'est là que j'appelle mon fils. Quand mon fils il me voit comme ça, mon fils tombe à quoi il m'a dit. Aïe. Aïe. La promesse dure vraiment longtemps. Ça fait vraiment 10 ans. On dit que dans un couple, les problèmes s'arrangent. Je suis fatiguée. Je suis fatiguée. Oui, parce que la matière, tu sais. Ah, la matière. Ici, ce sont ces chaussures. Comme j'étais couchée au sol, qui avait payé connaissance. Oui, beauté là. Elle m'a laissé. Et c'est la côte qui est cassée, je ne sais même pas. À Yassa, dans le 3e... Nous avons compris les cris, nous sommes sortis comme d'habitude pour séparer. Mais cette fois, ce jour-là, il a tapé, elle a perdu connaissance. Et c'est nous qui l'avons réanimé même pendant 30 minutes. Et ça ne lui disait rien. J'ai commencé maintenant à taper ma mère, Moi, j'ai arrêté. Il dit qu'il ne tape plus, j'ai arrêté. Moi, on m'a tapé, on m'a blessé. Des violences conjugales dans nos sociétés sont légion.
Derrière un regard apeuré, un rire jaune, une attitude réticente, peut se cacher une souffrance endurée dans un couple. Vous venez donc de voir quelques expériences de violences basées sur le genre, des violences pour la plupart conjugales, des femmes qui sont battues par des compagnons un tout petit peu ou un peu trop possessifs, qui décident soit de les transformer en punching ball, soit de les transformer en véritable adversaire de boxe, sauf que l'adversaire en face de cet homme n'est pas suffisamment fort pour lui rendre coup pour coup. Il existe donc au Cameroun de nombreuses femmes, de nombreux foyers dans lesquels ce type de réalité se vivent. C'est des femmes qui sont battues au fil des jours, qui perdent leur dignité, qui perdent le respect de leurs enfants, devant lesquels elles sont battues tous les soirs. Certaines perdent la vie, d'autres choisissent de s'enfuir, alors que jusqu'à nos jours, dans des couples, des femmes battues continuent de supporter au nom de l'amour, du mariage, de la stabilité des enfants. Ce soir, votre émission fait la part belle aux violences basées sur le genre. Vous avez suivi l'histoire de Germaine qui a secoué l'opinion publique. Cette femme de 42 ans, battue pendant 10 années par un compagnon violent, un compagnon possessif, dénommé Dieudonné Aman Akodia, âgé lui de 44 ans. Il est aujourd'hui en cavale parce qu'après le cas de violence récent posé sur Germaine, des activistes se sont levés, une plainte a été déposée contre lui et Aman Dieudonné Akodia, dont nous allons vous présenter l'image tout à l'heure, est toujours recherché. Aux dernières nouvelles, il se serait enfui vers la ville de Yaoundé. Alors, les informations que nous avons en notre possession parlent d'un homme extrêmement violent qui n'a donc à sa possession aucune carte nationale d'identité. Germaine, sa compagne, nous a expliqué que la sienne était arrivée à expiration depuis plusieurs semaines déjà. Il n'est donc pas inenvisageable qu'il se balade en ce moment même dans le triangle national sans pièce d'identité. Nous vous prions donc, mesdames et messieurs, d'ouvrir l'œil tout autour de vous et de signaler au poste de police le plus proche afin qu'il soit interpellé, ramené à Douala pour répondre de ces actes de violence sur une femme sans défense. Nous vous parlons donc de Germaine. Ce soir, nous avons sur le plateau des membres de la famille de Germaine, son fils, que vous avez pu voir dans ce reportage, Aranda Emar, âgé de seulement 20 ans et qui a en 20 années vu sa mère se faire battre autant qu'un autre enfant peut voir sa mère sourire. Aujourd'hui, Germaine est alitée à l'hôpital Akintini de Douala, mais son fils a accepté de faire le déplacement, de venir sur ce plateau pour nous raconter les turpitudes de sa maman. Bonsoir Imar, bienvenue. Bonsoir Kate. Alors, pendant que le reportage qui présentait la situation de ta maman passait, on t'a vu couler quelques larmes. C'est insupportable pour un fils de voir sa mère pleurer, sa mère défigurée, totalement amochée par les coups répétitifs d'un homme qui passait le temps à lui dire « je t'aime ». Tu nous as expliqué au cours de ce reportage, pendant qu'on était en train de collecter les éléments pour le réaliser, que depuis que tu es âgé de seulement 10 ans, tu vois ta mère se faire battre par ce monsieur. C'était quoi le quotidien de ta mère au sein de ce couple? Bon, ma mère, quand ma mère travaillait, vendait au marché, elle avait un peu. Moi-même, bon, elle me mettait à l'aise, mais ce monsieur-là, il prenait tout son argent. Il tapait. Il tapait chaque jour. Tout le temps, ils avaient des problèmes. Tout le temps, ils avaient des problèmes. Moi, je n'étais pas en possession de force pour pouvoir revendiquer. Bon.
Ma mère a fini par chuter, elle n'avait plus de capital pour continuer son commerce. Là alors, c'est encore devenu plus pire. Chaque jour, il tapait sur ma mère. Puis un jour, je me suis levé, je suis allé vers lui, je lui ai dit, chaque jour, tu tapes sur ma mère. Et sa maman était là, il y avait sa famille. Chaque jour, tu tapes sur ma mère. C'est pas parce qu'on ne te parle pas, moi-même, ça me fait mal. Imagine un peu, si on tape sur ta maman comme ça. Que feras-tu? Il a commencé à me blâmer en me disant que je ne suis pas encore grand pour venir lui parler, que je suis qui. Si je continue à lui parler, il va battre sur moi. C'est comme ça que je suis rentré. Un jour, ma maman est venue me rendre visite. J'ai pris la peine de parler avec elle. Elle m'a dit, c'est vrai mon fils, mais toi-même tu vois la situation de la famille. Si je rentre, je vais venir rester où? Et actuellement, là, je n'ai plus quelque chose que je vais pouvoir faire. Si je rentre, qu'est-ce que je vais faire? Et je vais dormir où? Toi-même tu vois, ça ne va pas. Moi, j'ai compris ma mère, mais c'est donc un Imar totalement brisé. ça ne va pas. Ça ne va pas parce que ce type, je peux dire en quelques mots qu'il a détruit ma vie. Il a vraiment détruit ma vie et celle de ma maman. Donc, je ne sais pas ce que je peux dire. On vous parle donc de 10 années de relation, 10 ans à subir inlassablement des coups d'un homme violent qui sait souffler le chaud et le froid parce que, après avoir battu sur Germaine, il sait comment faire pour la ramener à lui. Des petits mots d'amour, des petits présents, mais c'est un moment de repli qui ne dure pas longtemps parce que il va recommencer encore et encore. Et Germaine, sous le joug de ce monsieur, va se laisser faire, dans un premier temps par amour, ensuite parce que sa situation de vie n'est pas aussi avantageuse que cela. C'est une dame qui, tu nous le disais, Imar, a fait dans le commerce. Elle vendait au marché central de Douala. Et une fois qu'elle a perdu son capital, elle s'est lancée dans un autre type de travail. Elle était technicienne de surface, ce qu'on appelle communément ménagère au sein des familles. Et cela lui permettait quand même de joindre les deux bouts. Alors, comment se présente la situation de la famille? Est-ce que ta mère, aujourd'hui, couchée à l'hôpital, pourra rentrer trouver un lit au sein de la famille sur lequel se coucher? C'est ça le problème présentement. Vu que ma mère, à l'heure actuelle, ne sait pas si elle rentre où elle va venir rester, vu son état. Vu ça, on ne va pas attendre à l'hôpital jusqu'à ce qu'elle a blessé ses cicatrices. Il va bien falloir qu'elle rentre pour aller de temps en temps faire les pansements. Mais où est-ce qu'elle va, elle va donc rester où? Vous-même, vous avez vu sur le canapé sur lequel elle dormait ce jour. C'est là-bas, c'est le seul endroit. Moi, je suis dans une chambre avec mon cousin. Voilà le père. Lui-même, il n'y a pas de place à la maison. Alors, je sais que les Camerounais s'interrogent. Je vais me faire le porte-parole des Camerounais. Ils se demandent certainement ce que toi, tu fais dans la vie avant que tu n'aies ton accident, parce qu'il faut préciser que tu as eu un accident de la circulation. On t'a d'ailleurs prescrit un scanner que tu n'arrives pas à faire parce que tu n'as pas les moyens financiers pour le faire. Mais qu'est-ce que tu fais dans la vie, Imar? Pourquoi tu ne viens pas, toi, directement, en aide à ta maman? Tu es quand même âgé de 20 ans, tu parais en bonne santé et fort. Oui. Après, il y a eu mon bac. Après mon bac, ma maman n'avait plus les moyens, vu qu'elle n'avait même plus de capital, elle ne vendait plus. Elle n'avait plus les moyens pour continuer à me payer les études. Moi, je suis resté au quartier, j'ai commencé à faire les petits jobs jusqu'à j'ai pu avoir mon permis de conduire. J'ai commencé le travail avec
les Chinois en tant que chauffeur. Puis après, il y a eu des problèmes, le travail s'est arrêté. Jusqu'à présent, je n'ai pas encore eu la possibilité de postuler ailleurs parce que j'avais fait un accident de moto où j'ai perdu mes documents sans... J'ai perdu parce que je marchais toujours avec ma carte d'identité et mon permis. Le permis de conduire. Mon permis de conduire. Mon permis de conduire était sur la pochette dans mon téléphone. Puis j'ai perdu mon téléphone et le permis. Mais ma carte d'identité était dans ma poche. Donc jusqu'à aujourd'hui, je n'ai pas mon permis avec moi, juste la photocopie. D'accord. C'est un peu ça. C'est pour ça que depuis, je n'ai pas eu la possibilité d'avoir un autre travail en tant que chauffeur. Ok. Donc on reviendra à toi, Imar. Le temps d'introduire également un autre membre de la famille, et pas n'importe lequel. On vous parle du patriarche de la famille de Germaine. Il est son oncle, mais il a surtout ici le profil de son père, parce que depuis de nombreuses années, depuis sa tendre enfance, c'est lui qui s'est occupé de Germaine, qui lui a payé ses études et qui a bâti la femme qu'elle est de ses propres mains. Nous vous accueillons ce soir, Monsieur Otélé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, madame. Je suis vraiment Monsieur Otélé, certes, mais je suis le petit frère de la maman de Germaine, Karine Mbezele. Sa mère était l'aînée de la famille de 6 enfants. Sa mère, j'en commence par là pour une genèse, est décédée très tôt. À l'époque, quand sa mère est décédée il y a environ 30 ans aujourd'hui, environ ou peut-être plus de 30 ans, Germaine est venue et on a laissé Germaine à 8 ans. J'ai donc pris Germaine en charge avec sa petite sœur, si je me souviens très bien, qui devait avoir 2 ans et demi à l'époque. J'étais encore simple élève, je préparais un certificat d'aptitude professionnelle option assurance. Dès que je l'ai obtenu, j'ai écouté mes études pour trouver de quoi faire. C'est comme ça que je suis entré dans un cabinet d'assurance où j'ai commencé à avoir un peu de gains pour subsister à l'existence des enfants de ma grande sœur. Oui. Moi-même n'ayant même pas encore un. Une charge qui vous est tombée dessus très jeune. Donc j'ai eu cette charge très jeune. C'est moi, Germaine reçoit le CEPE entre mes mains et chance pour moi, elle réussit son concours d'entrée en 6e au lycée de Neubel, qui aujourd'hui on appelle lycée bilingue de Neubel. Elle rentre donc là, elle fréquente très bien, avec des très bonnes moyennes. Au moment où j'attends qu'elle va en classe de 3e, pendant les vacances entre la classe de 4e et la 3e, pour qui devenait l'année qui suivait, elle était donc enceinte de mon petit-fils. Emar. Voilà comment les études de Germaine se sont arrêtées parce qu'elle était enceinte d'Emar. Elle a accouché. Certes, je ne l'ai pas connue d'une fille très bizarre en tant que telle. Celui qui a accouché Emar et moi, on était dans de très bonnes relations. Je n'ai jamais eu de soucis avec celui-là. Mais subitement, j'ai décidé d'arrêter le travail puisqu'on m'avait donné un peu de sous et j'ai lancé Karine. Avec cet argent, je voulais continuer mes études. Karine a commencé à faire au petit marché. Tout marchait très bien. Excellemment très bien. J'ai été même sidéré de voir que dans l'ensemble des associations du quartier, nous étions tous en Gongso à l'époque, elle ne s'était pas encore détachée. Elle assumait ses responsabilités dans les réunions. Mais comment elle fait pour se retrouver entre les mains de cette brute? Bizarrement, je dis bizarrement, qu'est-ce qui se passe? C'est que lorsque Germaine chute pour la deuxième phase dont mon petit-fils vient de vous éclairer, qu'après ça, elle a eu à faire le ménage. Elle a travaillé chez un Européen qui est parti. Cet Européen a eu près de 65-70 ans et il a pris sa retraite, il est parti. Le petit capital que le monsieur a laissé à Karine, Karine a tout octroyé cet argent à ce monsieur. À son amoureux. Moi, je n'ai jamais connu son nom. Je n'ai jamais connu son nom. Son alias, nom que j'ai une fois entendu, j'apprends Massadier.
C'est comme ça que j'entends Massadier. La première fois que je l'ai vu, je peux vous dire sincèrement, il n'avait pas une différence d'un gorille que j'ai trouvé en forêt. Alors, j'ai eu très peur. Monsieur Otélé, s'il vous plaît, vous savez, nous sommes sur un plateau social. Ouais. On va bien prendre le soin de choisir nos mots. Je sais que vous êtes vraiment touché. C'est normal, c'est le père qui est en vous qui parle. Mais là, on parle d'un être humain, on ne peut pas le comparer à un animal, s'il vous plaît. Donc, vous dites, quand vous avez rencontré Amand à Kodia, Dieudonné, vous avez vu quelqu'un de baraqué, j'imagine? J'ai eu très peur. Parce que je connaissant un peu la carrure, l'éthique de Karine à l'époque, qui était une fille très brillante, très jolie, très belle. Je ne sais pas pourquoi j'ai laissé quelques photos de l'époque. Ce monsieur ne ressemblait pas à celui que je pouvais imaginer les rencontrer. Malheureusement, c'est... Les pères ne sont jamais satisfaits de leur gendre. Bon, malheureusement, moi je pense que j'ai fait mon choix et puis ça a plu à tout le monde à l'époque. Mais moi, ça m'a beaucoup surpris. Bon, laissons même ce côté-là. Quand il commence à battre sur votre fille, voilà. Est-ce qu'au sein de la famille, vous prenez les mesures pour mettre ce monsieur face à Exactement, exactement, madame. Je me suis trop attelé. Si vous voyez mon âge actuellement, retirez-moi 10 ans. À cet âge que j'ai actuellement, 56 ans. Lorsque le gars, je ne voudrais pas entrer dans les bastonnages qui sont parfois légers. Je parle des bastonnages affreuses. Elles sont 3. La première, où j'ai mis toutes mes batteries en marche, y compris mes relations. Ce monsieur avait repassé Karine avec un fer à repasser dans tout le corps. C'est-à-dire tout le dos de Karine jusqu'aux cuisses. Reprendre au niveau du ventre jusqu'au sein. Appuyer encore au niveau de la face. Et comme Karine se décapitait un peu à l'époque, je vous jure, je voyais les veines de Karine à vue d'œil. J'ai pris Karine, j'ai amené chez un médecin assermenté, qui a fait un certificat médical, je ne me rappelle plus, mais qui était dosé là, et qui m'a dit face à face, même si c'est le juge qui me demande de venir témoigner pourquoi j'ai écrit ça, je suis prêt, parce que depuis que je suis médecin, je n'ai jamais eu quelqu'un qui a eu ce genre d'incident. Et après ça, quelles mesures j'ai pris? J'ai un chef de famille à l'époque, parce que papa décédé, maman décédée, quand on les a décédés chez nous, les petits, on nous dit toujours, voilà celui qu'on voulait. Je suis allé à son encontre, j'ai dit, voilà notre fille qui va finir quelque part à la cité de la paix. Comme ils appellent cité de la paix. Il m'a dit, on va retirer Karine là-bas. Nous sommes allés sur place. Moi, personnellement, j'y étais. Nous avions commencé à ramasser toutes les choses de Karine en sa présence et toute sa famille. Malheureusement, j'ai rapporté tout ça avec Karine elle-même. J'ai amené à la maison. J'ai porté plainte avec ce certificat médical à la brigade de recherche de Douala 2, où j'avais des relations à l'époque. Si l'enquêteur là me voit à la télé maintenant, il va dire encore cette histoire de Meusel. Est-ce qu'il a été interpellé, ce monsieur? Je peux vous dire non. Je ne peux pas vous dire comment il a été au courant que la gendarmerie devait arriver chez lui à X heures. Je ne sais pas comment ça s'est passé. Il s'est enfui. Il s'est enfui à 5 heures du matin. Je vous rappelle d'abord que c'est un haltérophile, comment on les appelle là? Un haltérophile. Voilà, il porte le fer, pour reprendre le jargon du quartier. Donc, et à plusieurs reprises, moi j'ai eu à le rencontrer dans de mauvais endroits où c'est un pickpocket. Je l'ai vu voler les femmes. Non, ça c'est des déclarations graves, monsieur. J'ai eu très peur de ce garçon. Oui. Très peur de ce garçon. Et qu'est-ce qui s'est passé pour que Germaine, Karine retourne chez lui? Il me semble que elle a aussi raison quelque part. Vous savez que quand une famille est démunie, c'est-à-dire nous n'avions que la seule maison familiale que papa a laissée là, où vous étiez. Si vous entrez à l'intérieur, vous allez compter 4 chambres. Vous allez trouver un papa comme moi qui a 4 enfants. Moi seul, 4 enfants. Avec une femme. Vous voyez Mara à son âge.
Vous voyez, mon petit frère, même qui habite aussi là avec vous étiez là et tout ça. Ça fait que Karine s'est dit à son âge, vraiment, pourquoi je veux me serrer comme ça? Je préfère m'accrocher à un ami, peut-être qui va me garder en attendant les choses et tout. Moi, je crois que c'est un peu cette philosophie. Et au départ, moi, je pensais que s'ils sont en paix, ça ne nous gênait pas. Mais au deuxième tour, que Karine est revenue, je crois que c'est les yeux qui étaient pexés. Hein. Nous, on pensait que les yeux étaient complètement pexés. Cette fois-ci, vous avez vu. C'est pour ça que j'ai cité, c'est la 3e fois. Qu'il là-bas avec autant de violence. J'ai épargné totalement les bastonnades. Qu'on peut qualifier de légères, mais elles restent des bastonnades. Oui, je parle des bastonnades affreuses, c'est-à-dire qui sont effrayantes. C'est-à-dire, moi qui suis chrétien, devant vous là, je ne pense pas que je peux poser ce genre d'acte. Je ne pense vraiment pas. Est-ce que vous avez essayé de rencontrer la famille de ce monsieur? Qu'est-ce que la famille a fait jusque-là? Je pense que je suis tellement sceptique à ma façon de fonctionner. Peut-être ça plaît aux gens, peut-être ça ne plaît pas, je ne sais pas. Lorsque j'ai voulu que ma fille parte de là, de ce milieu, et qu'elle maintenait sa philosophie dont je viens d'évoquer, et que je dis bien, ça peut être dans le bon sens, bon, je me suis dit, moi encore mon pied là, je ne m'appuie pas pied. D'accord. Et on vous l'a dit, chers téléspectateurs, il y a une nouvelle folle qui a fait le tour de la toile, qui disait de Germaine qu'elle était certainement passée de vie à trépas après les nombreux coups qu'elle a reçus. Nous tenons à vous dire que cela reste un fake news, parce que Germaine est en ce moment à l'hôpital La Quintini de Douala. Hôpital La Quintini de Douala, où elle a été menée par le ministère de la promotion de la femme et de la famille, qui s'est donc saisi de cette affaire pour se rassurer que Germaine puisse être soignée de ses plaies. Sauf que on parle bien là de l'aspect médical. Après l'hôpital, il faudra que Germaine recommence une nouvelle vie. Germaine qui n'a pas d'argent, qui n'a même pas un centime gardé quelque part. Germaine qui n'a rien, absolument rien, mais qui doit recommencer sa vie à tout prix après cette étape douloureuse. On va dire que c'est cette situation qui maintient beaucoup de femmes dans des foyers dans lesquels elles endurent des coups au quotidien. Alors, Aymar, on en parlait avec toi avant le début de cette émission. Aujourd'hui, Germaine est à l'hôpital, déjà parce qu'elle doit se faire soigner, mais surtout parce qu'elle n'a nulle part où aller. Tu es sur le plateau de Regard Social. Nous avons la chance d'avoir des téléspectateurs avec des âmes comme on n'en fait plus, des personnes vraiment généreuses qui peuvent se mobiliser pour permettre à Germaine de prendre un nouveau départ. Quel est le message que tu veux passer à ces âmes de bonne volonté ce soir? Vraiment, le message que j'aimerais passer à ces âmes de bonne volonté, c'est que s'ils pouvaient aider ma maman à trouver un logement et à avoir un fonds de commerce pour relancer sa vie. Parce que j'ai eu à parler avec elle, parce que c'est moi qui dors avec elle, je suis avec elle à l'hôpital, j'ai eu à parler avec elle. Elle m'a promis que si vraiment elle a la possibilité de recommencer sa vie à zéro, elle va le faire. Donc, je vous implore, venez nous en aide. Aidez ma maman à retrouver le goût à la vie, s'il vous plaît. D'accord. Le message qui est assez simple, limpide, et on l'espère a touché la partie sensible de votre âme, chers téléspectateurs. C'est un cas d'extrême urgence qui vous est présenté sur le plateau de Regard Social. Je sais ce que beaucoup d'entre vous se disent. Elle va certainement retourner chez son bourreau une fois qu'elle ira mieux. Mais Germaine l'a dit de sa propre bouche, vous l'avez suivi dans l'élément qui a été diffusé. Elle a tout donné pour ce mariage, si on peut l'appeler ainsi, parce que rien n'a été fait pour coucher ce mariage sur du papier. Jusqu'à présent, c'est qu'une relation de concubinage, sans attache, parce qu'ils n'ont pas d'enfants. Et donc, Germaine a dit de sa bouche qu'elle voulait passer à autre chose. Elle ressentait le besoin de relancer sa vie, de démarrer sur de nouvelles bases. Mais pour cela, elle a besoin de logement.
Elle a besoin que ce logement soit meublé avec le strict minimum. Elle n'est pas exigeante, Germaine. Elle sait que vous avez vos propres réalités, mais par ma voix, elle vous demande humblement de pouvoir mettre la main dans la poche, de pouvoir donc faire ces transactions d'argent dont vous seul avez le secret pour l'aider finalement à prendre un logement, même s'il s'agit d'une seule chambre, et de pouvoir relancer des activités génératrices de revenus pour avoir une vie décente. Et pour le cas de Aymar, vous l'avez dit, Aymar, il a eu un accident de la circulation et c'est pendant que sa mère se rend à son chevet à la suite de cet accident de la circulation que son mari, l'homme le plus fort de la planète, décide donc de la frapper une énième fois parce que jaloux, parce que se disant qu'elle est certainement allée voir quelqu'un d'autre alors qu'elle était au chevet de son fils, qui lui a besoin de passer un scanner parce que sa tête a frappé le sol. Après cet accident de la circulation sur une moto, il a besoin d'un suivi médical, mais n'ayant pas de moyens, il est obligé d'être là, à glaner le peu d'argent qu'il peut pour sa mère et surtout à veiller sur elle à l'hôpital. Nous vous implorons, chers téléspectateurs, chères âmes de bonne volonté, vous pouvez contribuer au numéro qui s'affiche au bas de votre petit écran. Vous pouvez passer à la direction d'Equinox Télévision. Nous sommes à Mobile Bonacqua-Moi, en plein cœur d'Aqua, pour laisser vos contributions, pour aider cette Camerounaise et son fils à repartir sur de nouvelles bases. Vous avez vu là le cas de Germaine, vous avez vu les cas de ces femmes qui sont battues, mais qui sortent de là vivantes. Pourtant, le revers de la médaille montre des femmes qui vont supporter en silence les coups, la manipulation psychologique des conjoints qui sont soit sadiques, soit des pervers narcissiques, qui font tout et tout pour détruire ces âmes fragiles. D'aucunes supportent cette souffrance jusqu'à ce que la mort survienne. C'est dans le cas de quelques Camerounaises des histoires que vous avez lues, vues et entendues. Vous vous souvenez de Lydienne Tamba, cette jeune étudiante à la fleur de l'âge, intelligente comme on n'en fait plus, qui s'était retrouvée dans une sombre affaire d'une arme qui se faisait recharger. Du moins, c'est la version que l'ex-sous-préfet de Lukundi, à l'époque à Kribi, avait donc rendu public pour justifier le fait que Lydienne Tamba avait été arrachée à la vie par un coup de feu tiré par son arme. Nous avons donc décidé, une année après ce drame, de revenir sur cette histoire afin de savoir où est-ce qu'on en est avec la procédure judiciaire. Nous vous proposons de vous rafraîchir la mémoire avec cet élément. Comme un nouveau-né, hurler comme un animal traqué, que l'amour il vient là, mais vient là par dedans. L'amour est-il violent comme certains le chantent? Pas facile de donner une réponse satisfaisante à cette préoccupation. Mais il est clair que des crimes passionnels se multiplient au fil du temps. Plus de 160 féminicides ont été répertoriés au Cameroun, rien que pour l'année 2020, qui s'enracine de plus en plus au sein de la société camerounaise. Mais c'est les choses qui deviennent vraiment trop fréquentes. Moi, je qualifie ça d'une abomination. D'une abomination. Parce que c'est les choses que nous, on n'avait pas vécu. Nos parents n'ont pas vécu ça. Nos parents vraiment ont vécu avec les 10 à 50 femmes. Alors pourquoi nos mamans n'ont pas agi de la sorte? Pourquoi nos papas n'ont pas agi de la sorte? Il y a nos mamans qui ont fait des enfants et des parts et d'autres. Mais le père, lui, supporte comme ça parce qu'il sait que moi, j'ai aimé ma femme. C'est le fait de ne pouvoir pas retenir ses émotions. Je pense que même quand on dit qu'on aime, on ne peut pas arriver on ne devrait pas arriver jusqu'au crime. Ceux qui arrivent à ce niveau-là, c'est parce qu'ils ne maîtrisent pas les émotions, n'ont pas la maîtrise de soi. Il faut pouvoir se maîtriser quoi qu'il arrive. Pour beaucoup, l'amour est mort. Seuls restent les intérêts. Et par intérêt, on peut tout, même s'en prendre à l'élu de son cœur. Aujourd'hui, l'amour n'existe pas. Donc, ce sont les contraintes. Ce sont des contraintes qu'on s'attend à vivre des choses comme ça. À vivre les séparances qui aboutissent à ôter les vies des parts et d'autres. Donc, je ne comprends pas pourquoi.
Chacun est né son jour. On se rencontre dans la vie. Nul n'a arrêté la main de l'autre pour qu'on laisse qu'il est comme ça. Même les jumeaux que nos parents accouchent, ça, chacun vient à son tour. Le crime passionnel, c'est ce meurtre-là que quelqu'un peut commettre. Ça peut être par amour, surtout c'est par amour pour cette personne-là. Lorsque quelqu'un se sent déçu, lorsque quelqu'un est déçu d'une personne, c'est ça pour moi qui pousse les uns et les autres à commettre le crime passionnel. Le flou demeure et la question aussi, quelles raisons peuvent expliquer les crimes passionnels? Chacun a son avis sur la question. J'ai vu un monsieur tuer sa copine parce qu'il avait tellement investi sur la femme, il savait qu'il devait épouser la fille. Mais entre-temps, un homme est venu prendre la fille pour vouloir épouser. Dans les fiançailles, il a constaté et il a dit qu'il a jugé bon de tuer la fille. Après avoir tué la fille, il s'est donné aussi la mort. Un homme qui a eu à ôter la vie à une amie. Il a eu toujours à cause d'une jalousie comme ça, une jalousie extrême. Et je ne sais même pas si les faits étaient fondés. Bon, et la femme était même encore, je crois, enceinte. Donc, il a ôté la vie de deux personnes comme ça, surtout de jalousie. Et vraiment, on n'arrive pas à concevoir cela. La jalousie seule peut-elle expliquer la montée en flèche à la fois des crimes passionnels, des violences conjugales et des féminicides? Du moins, c'est ce que pensent certains. La femme a escroqué l'homme, qu'est-ce qu'il faut faire? J'ai vu ma femme ou ma petite avec un homme. Bon, il tue cette femme, moi je ne sais pas trop. Tu as donné, et pourquoi maintenant tuer? Ce qui est sûr, l'argent que tu dis que tu as donné, on le connaît parce que la femme t'a aussi donné en retour. Moi, je trouve que ceux qui font ça, ce sont les gens qui n'arrivent pas à pardonner. On doit apprendre à pardonner. Il faut gâter ce que tu peux arranger. Si tu ne peux pas arranger, ce que tu ne dois pas gâter. Je ne vois pas, quel qu'en soit ce que l'homme ou la femme peut faire à l'autre. Je ne pense pas que quelqu'un peut penser au de la vie. Une jalousie maladive, oui, mais à laquelle vient parfois se greffer la frustration liée à un amour-propre bafoué. Créer des crimes passionnels, c'est en réalité le manque de confiance en soi. Parce que si j'ai vraiment confiance en moi, je peux reconquérir celle que j'aime et éviter de commettre un crime. Et aussi le dialogue. Si je dialogue avec madame, on détaille tous les points qui nous échappent et qu'on mette les points sur les i, je crois qu'on pourrait trouver une solution à tout cela. Donc moi je dirais, ce qui cause vraiment les crimes passionnels, c'est tout d'abord le manque de dialogue et le manque de confiance en soi. D'être aimé peut bien évidemment commettre lorsqu'il sent que son amour propre est blessé. Aimer une personne, tu ne serais pas la première personne à aimer être déçu. Parce que tout amour a des limites. Bien vrai que tu peux l'éviter en tombant au niveau amoureux d'une autre personne ou amoureuse d'une autre personne. Aux quatre coins du Cameroun, et même au-delà, des crimes passionnels sont enregistrés. Et bien avant l'affaire de la jeune Lydienne, assassinée froidement par son conjoint sous-préfet dans la ville de Kribi. Un autre crime passionnel, venu cette fois-ci hors des frontières du Cameroun, enflammait déjà a pu pousser cet homme à prendre la vie de son épouse, dont il est séparé depuis plusieurs années. La belle-sœur du meurtrier se confie dans un message vocal qui circulait sur la toile. Mon bras est divorcé de sa femme il y a quelques temps, il y a peut-être moins d'1 an. Vous connaissez l'Europe, on a tout fait. Nous-mêmes, on a essayé d'arranger le problème fatigué. Le gars, il n'était pas pour le divorce, c'est sa femme qui a demandé le divorce. On a flatté. Moi-même, j'ai appelé ma épouse, en même temps ma cousine, que mamie, on ne fait pas ça. Elle me dit que tata, vraiment, je ne veux plus rien comprendre. On a tout fait, on a tout fait. Le gars a même pris l'avion, venu ici au Cameroun. Aller chez la famille de la femme. Parler à sa maman, fatiguée, flattée, que maman, on ne fait pas ça. Demande à ta fille d'enlever la plainte, le divorce. Ici, chez nous, c'est très difficile. C'est très difficile. Si je divorce avec elle, je n'aurai plus de vie. Mon beau aussi n'a pas pu supporter le fait qu'on l'enlève de la maison, une maison qu'il a achetée. La fille pas porter un blanc avec qui elle vit.
Selon la même narratrice, c'est la goutte d'eau qui va déborder le vase. Le gars n'a pas pu supporter. Apparemment, c'était sa semaine pour garder les enfants. Il est donc arrivé. En passant, il a vu la voiture du blanc. Il n'a pas pu supporter. Il nous a appelés et causé avec monsieur. Monsieur lui a dit que ouais, calme-toi, c'est rien, vraiment. Suppose que tu as tout perdu et tu recommences ta vie. Jusque-là, il dit toujours que je ne peux pas supporter ça. Je ne peux pas construire une maison, la femme porte et l'autre homme pour vivre. Donc quand il a vu dans la voiture à la maison, ça l'a alors révolté. Il est allé, c'est comme ça qu'il a ouvert, il a seulement tiré sur la fille, bam, et il a retourné, il a tiré sur lui. Le temps que son premier fils appelle la police, les deux étaient déjà au sol. Rendu du côté de la famille de la défunte au quartier Bipanda, il n'y a pas âme qui vive. Tout le monde s'étant rendu au village. Contacté par téléphone, le père de la défunte s'exprime. Ce dernier assure que sa défunte fille ne dépendait en rien de son époux et aurait financé elle-même sa formation. Des sources affirment alors que le conjoint usait de violence contre Annie, ce qui l'aurait poussé au quartier Oja, c'est à Yaoundé. Une autre femme succombera elle aussi sous les coups de son conjoint. Que de larmes versées et un mystère total autour du décès de Charlotte Claire Ngono. L'enseignante a trouvé la mort dans des circonstances pour le moins floues dans la nuit du mardi 11 au mercredi 12 mai 2021 au quartier Oja, dans le 4e arrondissement de Yaoundé. Le cœur meurtri, sa fille se souvient que la soirée du mardi a été très agitée au sein du couple. Ils se sont disputés en soirée. On croyait même que ça allait s'arrêter. Il a commencé à bavarder. Elle est même montée tranquillement. Sans parler, elle allait se coucher. Nous tous sommes allés nous coucher. Il a encore descendu. Il bavardait. Il allait appeler sa mère. Et c'est pas ce qui s'est passé là-bas. C'est vers les minuit que j'ai un pressentiment. J'appelle son numéro. C'est son mari qui répond. C'est là où je pense maintenant qu'il faut appeler sa mère. C'est sa mère qui me dit que monte là-bas dans la chambre. Tu peux voir ce qui se passe. Lorsqu'elle entreprend de faire casser la porte de la chambre, car elle est loin d'imaginer que la découverte qui l'attend va bouleverser sa vie. J'arrive là-bas, je couille, mais tu frappes même la porte fort. Son mari commence à me gronder que tu as donc trop la force. Fracasse alors la porte, on voit. C'est mon intuition qui me guide vers la fenêtre. Je constate qu'en poussant la penderie, je constate qu'elle ne respire pas. C'est comme ça que j'appelle, je dis qu'elle ne respire pas. Il est assis là, il ne réagit pas. C'est son fils et sa mère qui viennent aussi regarder par la fenêtre. C'est là où je dis à son fils que casse la porte. Casse la porte pour voir. C'est là où on casse la porte, on trouve qu'elle est assise au sol. Elle ne respirait plus. Conduite à l'hôpital général de Yaoundé, le décès de Charlotte Ngono va être constaté. Pour sa famille, il s'agit d'un assassinat savamment orchestré par son époux, le nommé Mendo Clément, gendarme de son état. C'est le mensonge ça. Le mensonge qu'on nous dit ce qui s'est passé. Il nous dit ce qui s'est passé. Rendu à Oja, où vit le couple, le maître des lieux va fermer la porte aux reporters, mais aussi à la famille éplorée, ce qui va davantage renforcer la suspicion, ce d'autant que le mari de Charlotte est réputé violent. Et même lorsqu'on porte même notre mère pour descendre avec, il n'est même pas avec nous. On part à l'hôpital, il vient des heures après, c'est comme ça ne le concernait pas. Et ce n'est même pas la première fois. Il est toujours en train de nous menacer avec les armes. Une fois il a pris l'arme, il a menacé ma mère avec. Je suis allée me placer devant. Je lui ai dit que s'il est trop fort, qu'il tire sur moi. La descente du procureur et les enquêtes qui ont été ouvertes permettront peut-être de démêler les chevaux. D'ores et déjà, le gendarme incriminé, qui est en ce moment en exploitation, parle d'un suicide à l'aide d'une cravate, ce que la famille de la défunte rejette en bloc. Ngono Claire Charlotte quitte cette terre après 21 ans de vie commune, dont 17 en concubinage. Son corps a été déposé à la morgue de l'hôpital général de Yaoundé. Sa famille et les voisins du couple au quartier Oja sont sans voix pendant que les investigations se poursuivent. Alors l'amour est-il réellement violent? L'amour fait-il souffrir à en mourir? À chacun sa... Alors que dans les chaumières, les violences faites sur les femmes continuent d'avoir toutes sortes de justificatifs, des femmes tombent chaque jour sous le coup d'un compagnon, d'un conjoint violent, jaloux, possessif, qui décide de transformer un être humain en sa chose. Des femmes
qui ont été séduites au départ, mais qui se retrouvent dans un engrenage terrible au terme duquel elles vont perdre la vie. Alors, mesdames, on ne vous le dira jamais assez. Préférez-vous, choisissez-vous à la première gifle, la première parole déplacée, le premier geste brusque. Prenez des mesures pour que cela n'arrive plus jamais, pour éviter d'être celles qui seront dans les prochains titres des journaux de 20 heures au Cameroun. Nous avons parlé du cas de Lydienne Tamba. Était-elle violentée? On ne le saura pas. Mais toujours est-il que c'était une jeune fille à la fleur de l'âge qui allait être maman dans les mois à venir, mais qui a perdu la vie à Kribi, dans la résidence de celui que la famille de Lydienne présente comme son amoureux. C'est une histoire qui avait secoué l'opinion publique, c'est d'autant plus que Lydienne était une jeune fille brillante, qui avait tout pour réussir et qui s'activait à cette réussite. Nous avons retrouvé les membres de la famille de Lydienne, notamment celle qui peut être présentée sur ce plateau comme sa tante, la belle-sœur de son père. L'histoire est encore plus triste et dramatique que c'est chez cette dernière que Lydienne est quittée cette nuit pour aller se faire tuer dans la résidence du sous-préfet. Nous avons sur le plateau de Regard Social, mesdames et messieurs, Madame Kimbonka Dilia, qui a accepté de faire le déplacement depuis Kribi pour venir nous expliquer ce qui s'est passé ce soir-là. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir ma fille, merci beaucoup. Alors, c'est de votre maison que Lydienne est quittée ce soir? Certainement. Pour aller chez son amoureux. Le souvenir est certainement difficile, douloureux, mais est-ce que vous pouvez nous raconter ce qui s'est passé ce soir pour rafraîchir la mémoire des uns et des autres? J'essaierai, mais c'est pas si je parviendrai parce que c'est pas facile. Oui, ce soir-là, certes, je n'étais pas à la maison parce que j'ai aussi mon petit commerce que je fais et je dois rentrer tard. Je savais qu'elle allait composer parce qu'elle présentait son BTS en commerce ici à ESG et à Douala. Je l'ai fait voyager. Moi, je suis allée à l'agence. Elle a pris son bus, elle est partie, elle a composé. Et fort heureusement, c'est un client qui me dit même, tu sais qui appelle? Je dis non. C'est Lydienne, il me chuchote. Je lui dis, mais c'est Lydienne, passe-la moi. C'était vendredi. Passe-la moi, je lui demande où elle se trouve. Il me dit non, elle dit qu'elle va te faire la surprise. Je dis, ok, il n'y a pas de problème, je l'attends. Donc, malheureusement, si j'avais parlé avec elle ce soir, ça aurait été peut-être mon dernier mot avec elle. Mais hélas, on n'a pas pu. Le seul souvenir que j'ai, c'est samedi matin. On m'a appelé en plein 13h. C'est là que je demande, qu'est-ce que c'est pas? On me dit Lydienne. Je dis Lydienne quoi? On me dit Lydienne. Je dis, dites-moi, parce qu'on sait que je suis hyper tendue, on a peur. Je dis non, je serai forte. Je sais que Lydienne va voyager. Si elle est malade, elle est rentrée dans la soirée, dans la nuit. Et elle est malade, amenée à l'hôpital, je vais la retrouver. On me dit non. Lydienne. Je dis, dites-moi, on me dit Lydienne est morte. Je dis non. Ma Lydienne ou bien une autre? On me dit Lydienne. Je dis ah. En tout cas, je n'ai même plus dire un mot. Je me suis écroulée. C'est donc ma nièce, avec qui les enfants de la maison, ma nièce, qui vient, qui rentre de ses cours dans l'après-midi de ce samedi, ce fameux samedi-là. En pleurant, elle dit ça, Lydienne partait hier, c'est avec moi qu'elle a causé. Je dis, ça veut dire quoi? Elle me dit, c'est avec moi qu'elle a causé. Il paraît qu'elle est arrivée ce vendredi, elle a même fait un petit repas avec ses sœurs à la maison, ses cousins. Elle a même fait les dernières photos avec ses enfants, ses cousines. Donc elle allait s'allonger au salon. Pendant qu'elle était allongée, c'est là qu'elle se lève. Elle se met à bavarder toute seule. C'est ma nièce qui me fait ce petit récit. Elle entre dans la douche parce que ma nièce même prenait son bain dans la douche. Elle se met à peigner sa greffe. C'est là que ma nièce se demande, mais Lydienne, c'est quoi? Tu bavardes beaucoup, il y a quoi? Elle dit non. Ne dors pas ou ne ferme pas la porte, je reviens.
Je m'en vais écouter ce que M. Ebanga va me dire. Il faut qu'il me le dise en face. Donc ne ferme pas la porte, je reviens. Ma nièce lui demande, mais à 7h, 22h, tu sors pourquoi? Attends le matin, dit non. Je veux qu'il aille me dire ça pour que je sois tranquille. Mais je ne dors pas chez lui, je reviendrai. Reste là en attente. La petite lui a dit oui, j'ai compris. Elle sort. Moi, je n'étais pas encore rentrée parce que quand on a le commerce de snack, donc on n'a pas le temps de rentrer tôt. Elle sort, donc elle va. Et c'était vraiment pour toujours, parce qu'elle n'était plus jamais revenue. Et c'est à la une des journaux qu'on va apprendre l'information, d'abord dans des alertes données par des lanceurs d'alerte au Cameroun. On nous a parlé dans un premier temps des coups de feu entendus chez le sous-préfet, dans la résidence du sous-préfet de Lukunji. Et si au début, les gens parlaient d'une arme qui était en train d'être peut-être nettoyée, on a très vite eu écho de ce qu'une jeune dame se retrouvait dans la résidence du sous-préfet et qu'elle avait perdu la vie. Alors l'histoire a secoué l'opinion publique, ce d'autant plus que quelques heures plus tard, on apprendra que la jeune dame était la petite amie du sous-préfet. Des témoins ont parlé d'une scène de rupture qui a mal tourné. Pourtant, le sous-préfet et ses avocats, dont la version qui avait été donnée dans les chaînes de télévision, parlaient d'une mauvaise manipulation d'armes, d'un nettoyage d'armes qui avait mal tourné et qui avait donc pu relâcher cette balle qui a ôté la vie à Lydienne Tamba. Et Lydienne donc repose aujourd'hui dans la terre de ses ancêtres. Mais une procédure avait été mise sur pied par le collectif FOUS qui s'était saisi de l'affaire en vue donc de faire à ce que le sous-préfet soit interpellé et réponde de ses actes devant la justice. Pour parler de cette affaire, nous avons invité l'un des avocats de Lydienne Tamba, de la famille de Lydienne Tamba, qui a donc accepté de faire le déplacement. Maître Georges Massy, bonsoir et merci de nous rejoindre sur ce plateau. Et bonsoir madame, bonsoir à tous les téléspectateurs de la chaîne de télévision Equinox TV. Sans plus tarder, je vais dire ce qui s'est passé concrètement sur le plan juridique et judiciaire. Nous avons été effectivement saisis pour assurer la défense des intérêts des ayants droit de dame Lydienne Tamba, par son âme. Et nous avons commencé déjà par faire des investigations, mais des démarches au niveau de l'enquête préliminaire. C'est vrai que nous sommes arrivés presque à la fin, parce qu'il y avait des éléments que nous estimions pas du tout clairs dans cette affaire. Et nous avons tant bien que mal pu suivre le dossier à la fin de l'enquête préliminaire et concrètement continuer au niveau de la phase du juge d'instruction, c'est-à-dire les fonctions judiciaires. Et effectivement, à ce niveau-là, nous avons déjà constaté quelques irrégularités, parce que voyez-vous, le sous-préfet, l'ex-sous-préfet, si je puis dire ainsi, de Lukunji, avait été, nous a-t-on dit, placé en garde à vue. Nous avons dû faire plusieurs déplacements dans la ville de Kribi et Bolova, parce que voyez-vous, c'est une affaire qui passe devant le juge d'instruction du tribunal militaire. Et nous avons vérifié. À la première fois que nous sommes arrivés à Kribi, ce monsieur était gardé dans les locaux de la Légion de gendarmerie. Quand l'information judiciaire débute normalement, nous cherchons à savoir la situation carcérale de ce monsieur. Ce qui malheureusement est tombé dans une espèce de flou artistique. Parce que voyez-vous, la procédure demande qu'une personne dans ce cas, dans des conditions très délicates, dont la présence à l'audience ou devant le juge d'instruction est matière à caution, normalement doit être placée en détention provisoire. Ce qui n'a pas été le cas parce que nous avons fait des investigations jusqu'à la prison de Kribi et Bolova. On n'a pas retrouvé la trace de ce monsieur. Ça, je vous le dis aujourd'hui. Nous avons même saisi et le chef de l'État, nous avons saisi le ministre de la Répression territoriale pour dénoncer cette situation.
il était où? C'est très grave ce que vous êtes en train de nous expliquer sur ce plateau. Il n'était pas en détention provisoire comme le demande la loi. Où était-il? Est-ce que vous avez pu le localiser? Justement, nous sommes en train de faire des investigations. Je vous dis que nous avons saisi sa haute hiérarchie pour avoir la situation carcérale de cet individu. Parce que je vous dis qu'il n'est pas à la prison de Kribi. Il n'est pas là-bas. On n'a aucune trace de lui. Nous avons fait des démarches auprès du régisseur, non. Bon, peut-être que dans l'intervalle, on l'a placé, mais je dis non pour l'instant. Nous avons donc, face à l'enlisement de la procédure, fait des pieds et des mains pour que nous connaissions une suite judiciaire. Fort heureusement, nos démarches n'ont pas été aussi vaines que ça, puisque dans l'intervalle, nous avons eu le juge d'instruction, qui était assez coopératif par la suite, et qui nous a promis que dans les jours à venir, il y aurait une reconstitution des faits. Parce que vous voyez... Je me souviens de mémoire de reporter ayant suivi cette affaire de bout en bout, qu'on avait déjà fait une reconstitution des faits à l'époque et qu'il y avait justement une pièce ou un document qui avait disparu, le drap ou la couverture qui était sur le lit. Sans entrer dans les méandres de cette reconstitution, il y avait d'énormes trous qui n'avaient pas été bouchés, si je puis parler ainsi. D'accord. De nombreux éléments poussaient à croire légitimement que la reconstitution des faits telle que effectuée au niveau de l'enquête préliminaire n'avait absolument rien d'objectif. Et plusieurs éléments nous ont poussé au niveau de la phase de l'information judiciaire de solliciter à nouveau cette reconstitution judiciaire. Parce que voyez-vous, on ne peut pas comprendre les circonstances exactes de cet homicide si on ne place pas les différents intervenants dans le contexte spatio-temporel des événements. Ce qui est très important. Or, il y a des éléments. Qu'est-ce que sont devenus les objets dont nous parlons tout à l'heure? Il y a le lit, il y a le drap, il y a même l'arme. Est-ce qu'il y a des scellés? Tout cela, toutes ces questions ont été posées depuis l'enquête préliminaire. Bon, nous avons espoir que le juge d'instruction, qui a compris nos demandes, a effectivement pu donner suite à cette reconstitution qui sera fixée les jours à venir. Cela n'empêche pas que, pour l'instant, nous dénonçons la situation carcérale de ce monsieur, ce ex-sous-préfet de Koundji. Parce que nous ne savons pas là où il se trouve au moment où nous vous parlons. À la dernière fois que nous étions à Kribi, il était dans les locaux de la Légion. Depuis ce jour, c'est-à-dire depuis le dossier transféré au niveau du tribunal militaire, on n'a pas sa situation carcérale. C'est un peu cet écueil que nous rencontrons à ce jour. C'est un message fort qu'on pourrait passer ce soir sur le plateau de Regard Social. On peut tirer sur quelqu'un et disparaître. On peut arracher la vie à un être humain, même par inadvertance. C'est pour ça qu'on parle d'ailleurs d'homicide involontaire, ça existe. Mais lorsqu'il y a mort d'homme, on exige, même au niveau de la loi, qui est réparation. Par contre, on est dans une situation dans laquelle la famille de Lydienne Tamba a quand même pu mettre la dépouille de Lydienne en terre. Et d'ailleurs, il y a quelques jours, vous avez fait une cérémonie de dépôt de fleurs sur sa tombe. Comment ça s'est passé? Est-ce que ce n'était pas des moments douloureux pour vous? Ça ne serait plus jamais facile pour nous, déjà. Mais on peut faire avec. On essaye de faire avec. Je vous assure, ça n'a pas été facile ce jour. C'est comme si c'était vraiment le jour où la scène a eu lieu, le crime a eu lieu. On a voulu être forte, on a voulu surmonter les pentes, mais on n'a pas pu. Mais là, ça ne peut plus rien. Tout ce que nous voulons, nous, que vraiment justice soit faite. Que justice soit faite. Oui, c'est ce que nous voulons, nous, la famille. Oui, maître, vous voulez ajouter quelque chose? Oui, voyez-vous, dans le cadre de cette procédure, les garanties de représentation devant l'autorité judiciaire n'ont pas été présentées par ce monsieur. Ce qui, normalement, devrait le conduire sous le régime de la détention provisoire. Ce qui n'a pas été le cas. Parce que ce monsieur n'est pas à la prison au moment où je vous parle. Nous avons fait des démarches même au niveau du régisseur. Aucune information relative à son statut. Nous avons donc saisi le ministre de la Maison territoriale pour dénoncer la situation, et même le chef d'État. Et je pense que les jours à venir, avant de continuer l'information judiciaire, nous allons encore le faire. Parce que voyez-vous,
il s'agit quand même des infractions suffisamment graves. Parce qu'on parle seulement de l'homicide, mais on oublie qu'il y avait la violence sur femme enceinte, qui est une infraction plus pour le législateur pénal. Et il faut le dire, peut-être très peu de gens le savent, notre cliente était enceinte au moment de son décès. Et donc, ce sont 2 vies qui sont parties ce jour-là. Et au regard de ces éléments suffisamment graves, on ne peut pas concevoir qu'une personne comme celle-là, qui est poursuivie pour de tels faits, ne se retrouve pas dans une prison. D'accord. Et ce soir, donc, vous l'avez compris, mesdames et messieurs, c'est le thème sur des violences basées sur le genre. C'est assez difficile à expliquer en des mots plus que ceux que vous venez d'entendre. Des femmes qui sont soit battues, soit arrachées à la vie par des compagnons qui donnent plusieurs raisons pour justifier leurs actes, mais des raisons qui aujourd'hui sont irrecevables, surtout quand on parle de violer la dignité d'un être humain, de lui voler sa sécurité, sa stabilité également. Et nous avons invité également un psychologue sur ce plateau pour essayer de comprendre les dispositions des personnes qui passent par ce genre de situation. Beaucoup de personnes se posent la question de savoir comment on peut accepter de souffrir et continuer de souffrir en silence. Monsieur Tsoptié, notre très jeune psychologue, a donc accepté d'être avec nous sur le plateau. C'est une première pour vous. Nous vous souhaitons la bienvenue. Merci, bonsoir, chers téléspectateurs. À la question de savoir pourquoi est-ce que certaines femmes, malgré qu'elles sont maltraitées, mais continuent toujours de résister, toujours d'être avec le partenaire. Bon, les raisons sont souvent très multiples. Déjà parce que, vous voyez, une femme qui s'est engagée avec un homme, et déjà, aux yeux de la société, on suppose que c'est une femme mariée. Et puis encore, si elle a des enfants, elle est presque, s'il faut le dire ainsi, condamnée à être là pour toujours. Mais s'il advient que les choses tournent mal dans le couple, ou alors certaines menaces viennent à transparaître, et qu'elle décide soit de laisser son foyer, ou alors d'entreprendre autre action en abandonnant tout, alors elle sera peut-être mal vue dans la société. Ça veut dire qu'il y aura ce sorte de stigmatisation de la part, soit de la famille, des gens de son entourage, et cela, elle ne pourra pas supporter. C'est pourquoi, pour au moins conserver leur dignité et de se responsabiliser, d'assumer leur rôle en tant qu'épouse, du moins pour ne pas dire épouse parfaite, elles continuent toujours à supporter ces genres d'actes, parce qu'elles n'ont pas de choix, juste parce qu'elles ont peur juste du regard que la société peut avoir porté sur elles, et du coup, elles vont simplement subir. Il n'y a pas d'autre option que de le faire. D'accord. Et il y a également, pendant quand on rencontre ce genre de femmes, leurs témoignages sont identiques. On ne les bat pas à mort tout de suite. C'est une escalade, ça monte progressivement. Ça commence par des paroles déplacées, ça va se retrouver dans des gestes déplacés et puis une petite gifle est partie. C'est progressif. Est-ce que cela peut également, en ce moment, jouer un rôle sur l'état psychologique de la victime de violence? Bien évidemment, il y a des conséquences associées à ces genres de violences, comme ça d'ordre psychologique, à savoir comme les traumatismes. Nous allons voir les femmes qui vont prendre peur, la culpabilité qui va entraîner soit les troubles dépressifs, les troubles post-traumatiques. J'avais dit voir comme cette première dame, Germaine, de 42 ans, si je me souviens bien. Exactement. Elle a été battue, on parle d'une violence physique qui non seulement peut avoir des conséquences, non seulement sur le plan psychologique, mais également sur le plan social. Vous voyez ici, non seulement ces blessures physiques qu'elle présente, également, non seulement on va la rappeler, c'est des épisodes qu'elle a passés, traumatisants, c'est des épisodes traumatisants qu'elle a passés. Et du coup, il peut y avoir une sorte de réviviscence de cette situation qu'elle vivait, et de manière répétée, on peut sombrer là dans un état de stress post-traumatique. C'est un peu à quoi est-ce qu'on peut... Ce qu'on peut retenir de votre première prise de position.
sur ce sujet. Nous avons également sur ce plateau de regard social une activiste des VBG. Entendez par là les violences basées sur le genre. Une activiste donc qui a accepté de faire le déplacement ce soir parce qu'on ne saurait parler de violence sans faire allusion à ces femmes de l'ombre qui militent au quotidien pour permettre à ces femmes battues de reprendre confiance, de reprendre goût à la vie. Nous avons ce soir le docteur Jewel Vanessa, une habituée de ce plateau. Bonsoir. Bonsoir, bonsoir Kate. Alors, de prime abord, je vous pose la question, docteur. On a eu, dans le premier élément qui a été diffusé, des cas de femmes vraiment battues. C'est des cas que vous rencontrez au quotidien? Tous les jours, maximum 6 à... on peut dire en moyenne, en fait. 6 à 8 cas par semaine. D'accord. Voilà, des fois, je me retrouve à voir souvent presque 16 cas, voire 18 en une semaine. Que ce soit des femmes, des jeunes filles, des enfants qui subissent ces violences au quotidien parce que je deviens une référence. Je ne sais pas encore pourquoi, mais je deviens une référence et je me retrouve en train d'avoir des cas même qui dorment devant mon portail pour pouvoir trouver une solution à leurs problèmes. D'accord. Et est-ce que vous avez pu, au cours de ce long parcours avec les victimes de violences, relever des similitudes entre les cas? Beaucoup. Parce qu'en Afrique, en fait, on a un gros souci. On s'est dit quand quelqu'un est malade, c'est quelqu'un qui a une maladie visible comme fièvre, mal au ventre, diarrhée. En fait, c'est ça. On dit, en fait, il est malade. Ou il a une jambe coupée. Ou bien s'il est fou, il s'est déshabillé en route, il commence à marcher. Alors on dit, oui, bon, ici on accepte que la personne est malade. Mais malheureusement, on a des personnes qui sont aussi des malades. Parce que si on prend la définition simple de l'OMS qui dit quelqu'un en santé, lorsqu'il il est complètement, physiquement, mentalement, socialement. On ne compte pas la maladie ou à l'infinité. Donc quelqu'un qui est en santé, c'est quelqu'un qui socialement même est bien, physiquement est bien et aussi mentalement est bien. Ces femmes, la plupart du temps, sont des malades. Parce qu'on ne comprend pas ça. C'est tout le temps, j'ai souvent on dit, docteur Vanessa, tu veux montrer que tu aimes ces femmes plus qu'elles-mêmes. Elles se laissent battre 1 fois, 2 fois, 3 fois, 10 fois. Et tu es toujours là derrière elle. Non, elle n'aime pas sa vie, elle veut mourir. Elle veut que l'homme... Mais elles ne comprennent pas qu'en fait, c'est une malade. Cette dame, elle a été détruite psychologiquement par son bourreau. Et des fois, d'autres font même ce qu'on appelle le syndrome de Stockholm. C'est-à-dire l'attirance, elle se met à aimer même son bourreau. Un peu plus qu'elle-même. Et des fois, on a encore cette société qui a mis un peu le côté traditionnaliste où on dit la femme qui est la mère de l'humanité, si c'est que ça ne marche pas dans le foyer, c'est de sa faute. Donc elle a beaucoup de contraintes sociales, contraintes mentales, et ça fait en sorte que vous allez voir une dame devant vous belle, qui est bien entretenue, qui va bien, qui marche, mais qui malheureusement, du côté psychique, ça ne va pas, et même du côté de la société, elle se retrouve diminuée, abattue, et n'a pas de ressources en fait. D'accord. Et je me souviens du cas de cette autre activiste de violence basée sur le genre, nom qui revient déjà beaucoup, Clarence Yongo. Yongo, effectivement. Qui expliquait avoir rencontré une victime de violence qui, après avoir pleuré, l'a regardée et lui a demandé « Est-ce que je suis belle ?» Et la question, Clarence ne la comprenait pas parce qu'elle était en face d'une très belle jeune femme. Et chaque fois qu'elle lui disait « Mais tu es jolie, tu es magnifique », la femme lui répondait « Non, en fait, je suis laide, c'est pour ça qu'il me frappe. » Le bourreau avait réussi à mettre dans la tête de cette, excusez-moi le terme, de ce canon de la beauté, qu'elle était laide. Comment on arrive à ce niveau? Je reviens de ce cas que vous dites, je reviens sur le cas de ce matin où on discutait effectivement. La dame est vraiment jolie aussi et elle me pose la question, docteur Vanessa, pourquoi elle me fait ça? C'est parce que je suis si moche que ça. Docteur Vanessa, peut-être je suis tellement moche que je ne m'en rends pas compte. Et vous vous rendez compte qu'il y a une dame devant vous, toute belle, toute jolie, qui a
tout devant elle, parce qu'elle a beaucoup de choses, elle a des talents, elle a beaucoup d'espérance, il y a beaucoup de choses que tu sens, tu pourras obtenir d'elle, mais malheureusement, devant le bourreau, il a réussi à mettre tout à zéro et elle a perdu un peu toute sa dignité. C'est pour ça que l'accompagnement, c'est quelque chose de très fort. Malheureusement, au Cameroun, l'accompagnement encore est très mauvais. Parce que, mettons de côté ces likers ou bien les personnes des réseaux, comme je dis souvent, mais on a un problème aussi avec les influenceurs qui, tout le temps, ont tendance à relayer tout, mais accompagnent avec des messages encore plus tordus même que ce que le bourreau fait déjà à cette dame. Accompagnant aussi comme j'expliquais encore, il est très facile pour quelqu'un de dire, mais attendez un peu, qu'est-ce que tu as fait pour t'en sortir? Ok, on va te donner les soins à l'instant là, et quand tu vas sortir de là, quitte cet homme. Ok, elle quitte et part où? Elle fait quoi? Quelqu'une qu'on a déjà montré qu'elle est zéro, vous pensez qu'elle va se réveiller comme ça? La prise en charge de ce genre de personnes, c'est beaucoup. Ça ne s'arrête pas seulement au médecin, ça ne s'arrête pas seulement au psychologue. Il y a aussi la famille, mais en même temps, il faut aussi trouver le service social, il faut trouver du boulot, il faut l'aider à grandir. C'est beaucoup de choses. Comme on dit, c'est tout un cercle pour lequel on mettra la personne au milieu et on va l'aider à grimper. Je suis très choquée tout le temps, et je le répète encore chaque jour, de voir ces influenceurs qui, lorsque on tape sur une femme ou bien on bat ou bien on montre une dame nue dans les réseaux, ils commencent à dire il faut punir le bourreau, il faut, et après ils s'arrêtent là. Oui, malheureusement, c'est très souvent ce qu'on rencontre au Cameroun. Et pour le cas de Germaine, c'est ce qui a joué à sa défaveur, parce que très vite, quand l'alerte a été lancée pour le cas de Germaine, d'ailleurs, moi, je me suis fâchée un moment. On ne comprend pas comment on peut vous présenter un cas de violence et que quelqu'un ose dire, ose demander, mais qu'est-ce qu'elle a fait pour qu'on lui fasse ça? C'est des questions qui ne passent pas, qui tendent à banaliser la violence, à culpabiliser la victime et à glorifier le bourreau. Et malheureusement, c'est le genre de stigmate auquel ces victimes de violence font face. Et c'est la raison pour laquelle beaucoup préfèrent endurer en silence la peur d'être jugé. Et ça, notre psychologue nous le disait tout à l'heure. On a d'ailleurs pu aujourd'hui qualifier un certain type de personnes qu'on qualifie de pervers narcissiques, des personnes qui font exprès de détruire leur proie. C'est des gens qui sont tout mignons au départ, au début de la relation, qui vous montrent qu'ils ne vivent que par vous, que pour vous, qui mettent tout ce qu'il y a en œuvre pour faire marcher la relation. Ils vous hissent comme sur le sommet de l'amour et à un moment, il arrache ce qui vous servait d'escabeau et vous faites une chute. On va parler du 10e étage. Alors, comment est-ce qu'on peut identifier ce type de personne dans un couple? Le pervers narcissique. On précise que le pervers narcissique peut aussi être la femme dans le couple. Mais là, puisqu'on est en train de parler de violence basée sur le genre, on va voir comment est-ce qu'on identifie le compagnon violent et qu'est-ce qu'on fait quand on l'a identifié. Bon, vous savez, identifier un compagnon violent, ce n'est pas aussi évident que ça. Bon, vous savez, tout couple, il y a toujours les raisons, les fondements dans un couple et des accords au départ. Mais toujours est-il qu'à un moment donné, rien ne va toujours marcher. Généralement, c'est l'homme qui commet les actes de violence à l'égard de la femme. Et ces pervers narcissiques-là, parfois, ce n'est pas de leur faute, il faut le dire. C'est des malades. On sait qu'ils sont malades. Il faut le dire. Parce que ça peut être du fait qu'ils ont vécu dans un environnement et cet environnement a façonné leur personnalité. Ils sont devenus ce qu'ils sont ainsi. Vous allez voir quelqu'un qui se présente comme bon au départ et après il montre toutes ses qualités. Ce n'est pas de sa faute. Il a vécu comme ça, il a été fait comme ça. Ensuite, la personnalité, c'est quelque chose qui se forme depuis la petite enfance jusqu'à. Ce n'est pas un âge limite où on arrête de grandir, on grandit tous les jours. Et la personnalité s'efforce au fur et à mesure que le développement humain s'ensuit. Et à un moment donné, ils vont naître comme ça, les pervers narcissiques. Ce n'est pas qu'on va naître pervers. Bon, il y a aussi des stratégies pour modifier ces choses-là. Ce n'est pas qu'on est comme ça parce qu'on veut simplement le faire. Ce n'est pas aussi de leur faute. Comment on fait quand on se retrouve en couple avec un pervers narcissique? Les femmes qui sont passées par là sont catégoriques. Elles vous disent qu'il faut fuir tout de suite. Quand vous vous rendez compte que ce monsieur, d'autant plus que le pervers narcissique n'est pas conscient d'être un pervers narcissique, dans la plupart des cas,
il est encore plus dangereux s'il est conscient de l'être, mais quand on est face à quelqu'un qui n'a pas la conscience de sa propre maladie, elle demande de fuir, de s'en aller. Mais comment on fait pour sortir de l'étau de ce type de personnes? Vous savez, sortir de ce type de personnes, ça va aussi dépendre de chaque femme. Vous savez, toutes les femmes ne vont pas toujours admettre vouloir sortir ainsi. Parce que vous allez dire que ton mari est pervers, on sait tous que l'amour c'est quelque chose. Ils vont dire que non, je ne peux pas aborder mon homme simplement parce qu'il est pervers. Pourquoi ne pas l'aider à parler sur un spécialiste pour pouvoir essayer, parce qu'il y a les accompagnements nécessaires pour ça, on peut essayer de s'ajuster. On doit le faire? On doit l'aider à sortir? On peut l'aider. Mais beaucoup de femmes ont essayé de changer les hommes violents. Hein. On voit là où elles sont arrivées. Et c'est pourquoi, quand on parle de violences basées sur le genre, on ne fait pas seulement allusion aux femmes. Il y a aussi certains hommes, même si ce n'est pas toujours le cas. Mais certaines personnes qui subissent cette violence. Je savais que quelqu'un allait me sortir ça sur le plateau. Ça ne pouvait pas manquer. D'accord. On parle de violence, on peut rire comme ça, mais je vous assure qu'il s'agit de sujets vraiment graves et difficiles. Vous avez d'ailleurs pu voir le cas de Germaine qui nous a interpellés toute la semaine dernière. Et alors qu'on croyait qu'on avait suffisamment sensibilisé et que les gens avaient peut-être un tout petit peu compris, très tôt ce matin, on a eu une autre vidéo d'une extrême violence. Une dame qui se faisait battre par son compagnon, qui lui arrachait d'ailleurs les cheveux. Après investigation, nous avons appris que la scène se déroulait du côté de Bépanda, c'est ici à Douala, dans le 5e arrondissement. Et ça m'amène à introduire de nouveau notre avocat sur le plateau. Nous allons bien profiter de lui pour lui demander d'expliquer comment ça se passe sur le plan judiciaire quand on a une victime de violence et qu'on a décidé de porter plainte. Voyez-vous, le Cameroun a une batterie d'instruments juridiques pour protéger déjà les citoyens, à plus forte raison les citoyens victimes de violences. Déjà, je peux citer entre autres le protocole de Maputo, que tout le monde... Si vous avez un problème avec ce protocole... Non, je n'aime pas les détails, j'ai le protocole de Maputo, oui, qui a été ratifié le 29 mai 2009 par l'État du Cameroun. Et nous avons la Constitution camerounaise, nous avons le Code civil, nous avons le Code pénal. Donc, il y a une batterie d'instruments juridiques. Maintenant, devant une situation de violence sur le plan judiciaire, quelle est la réaction de la victime? Ou alors même l'entourage de la victime. Vous savez qu'on peut déclencher une procédure pénale par une simple dénonciation. Ça veut dire que le voisin, ou l'oncle, ou l'ami qui a vécu la scène peut dénoncer au niveau de la quête du juge, du procureur de la République, ou au niveau du commandant de gendarmerie ou du commissaire de police. Ça veut dire que à ce niveau, même un tiers peut le faire. La victime aussi peut le faire. La victime peut déposer plainte contre la personne qui est l'auteur de ces violences physiques. Maintenant, il faut déjà avoir des éléments factuels, des éléments de preuve pour asseoir une plainte. Il ne faudrait pas seulement venir dire « j'ai été victime des violences faites par X personnes ». Il faudrait déjà, quand il y a des violences corporelles comme celles qu'on a vues tout à l'heure, établir, se rapprocher d'un médecin pour se faire délivrer un certificat médico-légal. C'est la première pièce très importante. Et quand elle est délivrée par l'homme de l'art, effectivement, les différentes ordonnances et autres peuvent servir de preuve aussi. Et effectivement aussi les dépositions des personnes qui ont vécu la scène, à commencer par la victime elle-même, puisque c'est le premier témoin du ministère public. Ce premier témoin peut venir déposer pour dire voilà ce que j'ai eu, voilà ce que j'ai vécu, voici les preuves, même les prises de vue, même les vidéos. Vous savez, de nos jours avec les téléphones portables, on réussit des exploits. On filme, comme vous avez vu, des vidéos, cette dame à l'épanda et autres. On peut filmer par des prises de vue fixes ou des prises de vue mobiles, c'est-à-dire les vidéos. Voilà des éléments de preuve qu'on peut soumettre déjà auprès d'autorités compétentes pour déclencher l'action publique contre les auteurs des violences faites aux partenaires, aux femmes, précisément. Est-ce que dans le cas précis de ce type de violence, un procureur peut se saisir de l'affaire? La loi prévoit que le parquet peut se tout saisir. C'est-à-dire, que ce soit par exemple, si un magistrat, je vous dis un magistrat du parquet, regarde cette émission,
il peut s'auto-saisir de l'affaire. Ah, nous espérons qu'il y en a qui regardent, regard social. Hein. C'est mon souhait Ils d'ailleurs. sont prêts à réagir. Il peut s'auto-saisir de l'affaire. Nous avons eu les membres de la famille qui étaient là pour déposer plainte contre l'auteur de ces actes incompréhensibles et barbares. Donc il y a plusieurs mécanismes pour déclencher l'action publique en l'état. Bon, maintenant, est-ce que les victimes aussi ont le courage et la volonté d'aller jusqu'au bout? Parce que ce n'est pas seulement une question de déclencher l'action publique. Il faudrait maintenant suivre la procédure jusqu'à son terme. Déjà, je remercie la famille de Diène qui, jusqu'à présent, a toujours fait confiance à notre collectif, malgré les difficultés que nous rencontrons dans le cadre de cette affaire, parce qu'il faut partir de Douane, nous tous, pour le sud du Cameroun. Et ce n'est pas évident au regard des nombreux écueils que nous avons rencontrés. Il faudrait qu'il y ait la patience, comme ils ont eu la patience jusqu'à présent, parce qu'on leur a expliqué les difficultés que nous-mêmes nous rencontrons. Il faut heureusement, avec toutes les démarches que nous avons entreprises auprès des autorités compétentes, je pense qu'au niveau du juge d'instruction militaire, les choses vont reprendre bientôt leur cours normal. Notre souci, je le dis encore jusqu'à présent, est celui du statut de cet individu. Où est-il à présent? Où se trouve-t-il? Parce que je vous ai dit tout à l'heure qu'il n'était pas en prison. Pas du tout. Donc, en sautant par cet appel que je fais aux autorités judiciaires de la région du Sud, qui, je pense, m'écoutent et me regardent, elles pourront dès ce soir trouver une réponse idoine, parce que nous allons effectuer un déplacement de ce côté-là au courant de cette semaine pour avoir une autre suite de cette affaire. Bien que le juge nous a rassuré qu'on va procéder à la reconstitution des faits de ce jour-là. D'accord. Voilà le message qui est clair. Et avant de vous laisser partir, peut-être donner la parole à la tante de Lydienne pour qu'elle puisse dire quelque chose. Parce que là, on parle de la famille qui est en train de subir une triple peine, le décès de Lydienne, le décès de son bébé, et qui aujourd'hui est en train de subir l'humiliation, on va dire, de ne pas voir le bourreau de leur enfant derrière les barreaux. Est-ce que vous avez un message que vous voulez passer ce soir pour le compte de Lydienne Tamba de Regretter Mémoire? Oui, mon message est le suivant. Le message de la famille, parce que vraiment, c'est toute la famille qui est éprouvée. Nous demandons, comme le disait tantôt Maître, à la haute hiérarchie je peux dire encore à la cour judiciaire, si c'est comme ça le langage, vraiment que justice soit faite, c'est mon expression depuis le début et j'aimerais que ça aille jusqu'à la fin. Parce que nous ne comprenons pas jusqu'aujourd'hui pourquoi ce monsieur n'est pas en détention. Comme Maître le dit, nous avons toutes ces preuves. Moi, je suis allée à Ebolova, j'ai été convoquée. Je leur ai parlé, j'ai parlé à la secrétaire du juge d'instruction. Je lui ai dit, moi, je suis au courant que ce monsieur n'est pas en détention. Ils ont voulu me dire ceci. Je leur ai dit, non, nous avons des preuves. Parce qu'il y a des gens même qui le voient jusqu'à Yaoundé, qui le voient. On sait qu'il est libre. De ses mouvements. Oui, il est libre. Il jouit de ses mouvements, complètement libre, pendant que nous, notre enfant est parti. Avec tout ce qu'elle avait déjà, nous avons eu un espoir déjà fourni, aujourd'hui qui est arrêté d'un coup pendant que lui, il vit. Et de sources sûres, moi, j'en ai, parce que ça bavarde, ça se parle, qu'il est vraiment assisté par une haute autorité de ce pays qui le couvre. Ne soyons pas surpris qu'un jour nous entendions qu'il est peut-être hors du pays, parce que tout est probable au Cameroun. Alors, et pour nous, ça nous fait vraiment mal. Et la douleur d'une famille qui ne clame qu'une chose, c'est que justice soit rendue pour son enfant arraché à la vie et que le bourreau de cet enfant se retrouve définitivement derrière les barreaux. Du moins, il y a une reconstitution des faits qui est prévue dans les jours à venir. Nous espérons que les choses se passeront bien de votre côté, Maître, et que vous pourrez enfin arriver au terme de cette histoire qui n'a que trop duré. Nous vous remercions d'avoir fait le déplacement pour le plateau de Regard Social et je ne laisserai pas le docteur Vanessa partir sans passer un message à toutes les femmes victimes de violences parce que cela reste le sujet principal de l'émission. Vous qui recevez tous les jours ces dames
qui avaient étudié leur façon de se comporter, qui connaissaient comment elles répondent face à tout ce que vous les envoyez en termes de stimuli. Quel est le message profond que vous aimeriez leur passer ce soir? Il faudra d'abord qu'elles sachent toutes qu'elles sont des survivantes. On ne parle plus de victimes, on parle que vous êtes des survivantes. Vous sortez de loin, vous avez beaucoup de choses à partager à ces jeunes qui arrivent là. Il y a la relève qui vient, on est là pour changer les choses. Nous ne devons plus jouer comme des victimes, nous devons sortir de là, comme on dit survivor. Nous devons sortir là survivantes et pouvoir décider aujourd'hui de se battre pour sortir de cet enfer dans lequel le pays est en train de s'engouffrer avec autant de violence. Donc le message clé, c'est les survivantes, réveillez-vous. Il y a déjà des personnes qui sont là pour vous écouter. C'est vrai que ce ne sera pas facile. Si quelqu'un vous dit que d'un claquement de doigts, on va résoudre votre problème, il ment. Il faudra venir vers des personnes ressources. Il y a des ONG, des associations pour ça. Il faudra venir vers ces personnes et petit à petit, on trouvera une solution pour pouvoir sortir de là. Et effectivement, le message est passé. Nous remercions Dr Vanessa, nous remercions également notre psychologue, Monsieur Sautier. J'espère que je prononce bien ce nom assez compliqué à prononcer. Nous sommes donc arrivés au terme de la première partie de ce programme. On parle de regard social après le regard sur les faits qui secouent la société. Nous faisons à présent la part belle au cas social de cette semaine qui est plutôt pour vous une redécouverte. C'est dans cette maisonnette qui tient lieu d'abri, située au lieu-dit Cabine Génie, dans le 5e arrondissement de Douala, que vit Angèle, veuve, mère de 5 enfants. Son quotidien, rythmé au gré de son extrême pauvreté, s'est assombri un peu plus il y a 3 ans. Son enfant, alors âgé de 11 ans, à l'époque des faits, va être victime d'un accident domestique qui va définitivement fragiliser l'ensemble de la famille. Ma fille était rentrée de l'école, ça fait 3 ans aujourd'hui. Elle m'a dit, maman, je ne veux pas fréquenter demain, je vais t'aider à travailler. Mais comme ma soeur aime trop les révisions, on a fini de composer les examens. C'était au 2e trimestre. J'ai dit, ok ma fille. Le lendemain, elle a mis les assiettes dehors. Je regarde à côté, je ne vois pas l'enfant. Je commence à laver les assiettes. Je dis que mais à midi, je vais sortir avec le coquille. Et ma fille est partie où? Alors qu'elle sentait mal, elle ne m'a pas dit. Je ne sais pas si elle était tombée à l'école. Je regarde, je ne vois pas ma fille. Après, elle vient de côté. Je vois, elle tombe. Elle fait comme elle venait de tomber. Je comprends, mon voisin dit, hey, Rose, c'est quoi? Elle ne dit rien. Elle vient maintenant, elle s'assoit, elle commence à laver les assiettes. Je demande, il est déjà midi, n'est-ce pas, tu as dit aujourd'hui que tu vas m'aider? Elle tire seulement le pied, elle part se coucher. Je gronde, elle tire le pied, elle part en route, elle se couche. Je reviens moi-même, je dis que lève-toi, va te coucher à la maison. 3 jours, je comprends. Elle dit seulement, maman, ça ne va pas. Elle dit que qu'est-ce qui a fait le pied? On m'a dit de te donner les antibiotiques. Je te donne les antibiotiques. Je vois que les yeux de l'enfant sont déjà jaunes. Je vois qu'elle a maigri en 3 jours. Je porte l'enfant, je pars à l'hôpital du génie militaire. Tout l'argent que j'avais 80 000, c'est tout fini. Le docteur me demande que madame, où est votre mari? Je lui demande que vous avez déjà fini l'argent maintenant avant de me demander mon mari. Je n'ai plus l'argent et mon mari est déjà mort. C'est pour ça que je suis encore ici. Après lui-même, il me dit qu'on se lamente trop de votre cas et on ne faisait que me demander de l'argent. J'ai porté l'enfant et je suis même rentrée à la maison. Dès lors, la descente aux enfers est totalement consommée. La veuve
fait le tour de plusieurs hôpitaux de la capitale économique avec son enfant. Face à elle, les médecins tâtonnent, hésitent. Plus grave, les maigres moyens financiers que possédait la famille commencent cruellement à leur faire défaut. C'est après que j'ai réfléchi que même le palu seulement peut encore tuer l'enfant alors qu'il sort de l'hôpital. J'ai amené l'enfant dans un autre centre hospitalier. Là où on ne faisait que regarder le palu, le pied ne faisait que pourrir. Jusqu'à ce que quand le pied a pris le volume, je suis arrivée à l'hôpital de Dedo, central de Dedo. On me dit qu'on ne peut même pas toucher le pied de mon enfant, que ça a trop pris le volume, qu'on ne touche même pas le cas. C'est là où j'ai dit que si c'est comme ça, mon enfant va seulement mourir. Alors, au bout du désespoir, Angèle fait un pari fou, celui d'entraîner sa fille vers la médecine traditionnelle, espérant y trouver guérison. J'ai pris un cas de transport parce que je ne savais pas où aller, même rentrer à la maison, j'étais dépassée. Je suis partie à Kola, chez mon petit frère. Il a demandé que je mette les tiges de macabo dans mon pied pour que le pied ne se ferme pas. Dès que j'ai mis, je mettais, mais jusqu'à un bon jour, le pied a fini par De retour sur ce plateau de regard social, nous revenons avec d'excellentes nouvelles. Vous savez que nous aimons terminer l'émission en beauté avec un sourire après avoir pleuré tout le long. Nous accueillons Irène Tembe qui est notre ange de belles nouvelles sur ce plateau. Bonsoir Irène. Bonsoir Kate. Belle nouvelle parce que vous venez de suivre ce reportage que nous avons réalisé il y a quelques semaines sur le cas de Rose qui a un problème à la jambe. Et Irène nous vient avec de magnifiques contributions qui ont permis à Rose de prendre le chemin de l'hôpital. Tout à fait, de très très magnifiques contributions. Nous dirons qu'en l'espace de 2 semaines, nous avons pu récolter le montant d'1 512 187 francs CFA. Nous disons déjà bravo à nos soldats de la solidarité qui ont bien voulu considérer le cri de cœur qui était sur ce plateau. Et nous les encourageons à continuer parce que la route est très 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 longue. Comme vous le constatez, Rose a besoin d'une série d'opérations, pas seulement d'une seule opération, mais d'une série d'opérations qui nécessitent des fonds très immenses. Les différentes contributions que nous avons perçues sont les suivantes. Groupe caritatif Les 13e apôtres de Jésus, 50 000 francs. Guimeya Ingrid Aidea, 1 000 francs. Monsieur Feuzeux Adouala Bonabéry, 5 000. Une inconnue de Marois, 5 000 francs. Anonymat de Yaoundé, 5 000 francs. Edwige, 10 000. Chemeni Mongwe, 3 000. Gwenje, 1 500. Ganso, 1 000 francs. Gatom Feuillant, 2 000. Amel Massa, 5 000. Djem Bidjek, 5 000 francs. Bella Mado, 2 000 francs. Gefar Donmo, 2 000 francs. Orboleken, épouse Missende, 7 000 francs. Famille Kwekam, 10 000 francs. Une famille chrétienne résidant en France, 20 991 francs. Tchenche Martin, 10 000 francs. Famille Tchengan à Douala Aqua, 2 500. Monsieur et Madame Fali du Congo, 10 000 francs. Sandrine, 1 000 francs. Fombonne Karine, 1 500. Blancha Chocoté, 5 000 francs. Pharmacie de garde de Ndorbonne, 5 000 francs. Madame Diopole, 1 000 francs. Numsi Fabrice, 3 000. Tchendem Mafongem Sandrine, 2 000. Dallas Chana d'Equinos, 2 000. Une chrétienne de Rond-Point Damas, 2 000. Et Miss Catherine Wansignokam, 2 000. Elie Poulet, 2 000. Charles Onana, 2 000. Séraphin Pao, 1 000 francs. Irène Flore Komchuembu, épouse Morandom, 1 500. Frigéral Kobe Bine, 2 500. Justin Moncam, 2 000 francs. Françoise Massé, 9 500. Hermine Wokam Tchatchouan, 2 000 francs. Fort Aivo, 1 500. Eric Yomke Pendine, 2 100 francs. Edith Philomène Noubissi Goudjo, 2 000 francs. Et Balès Léopold Emmanuel Aymon, 1 500. Guegim Kana Martine Dorothée, 5 000 francs. Kelly Blanche Mapunjoun de Bafang, 1 000 francs. Véronique Nadine Pouche, 3 000. Odile Maguefota Joa, 2 000. Yonta Guatnet Stéphane, 6 000 francs. Marceline Kenny, épouse Kweso, 2 000. Edmond Emmanuel Chumbi, 10 350. Suzanne Atim, 1 000 francs. Pascaline Nongo Neso, 2 000. Moumini Formi, 3 000. Oumarou Soumfon Joya, 1 000 francs. Gabriel Foyette, 10 000. Eliane Yonta Sonkwa, 4 000. Nicoré Chantal Dormo, 1 000 francs. Momo Geneviève Martine, 1 000 francs. Ranis Kenemeli, 2 000. Emmanuel Tefo, 3 000. Didier Lionel Kembou, 1 000 francs. Jacques Emen Gonkam, 3 000. Julio Kanyou Ngingahe, 1 000 francs.
Pierre Foucault, 5 000. Maurice Gaël Chamo Chegu, 1000 francs. Aboubakar Koutou Molou, 500. Louise Fobasso, épouse d'Ifo, 5 000. Janvier Soufo, 5 000. Fabrice Folac Focho, 3 000. Jean-Claude Kemeunier, 3 000. Ngonama Jeanne-Christelle, 1000 francs. Fotek Aivo Erickson, 1000 francs. Julienne Dinapek, épouse Ngen, 10 000. Innocent Atenga Afungang, 2 000. Mungwengemeni, 1500. Kenny Sylvie, 2 000. Chirac Gauthier Naoussi Fonkou, 5 000. Alexia Fonjo Fanche, 800. Adjaratou Mamboune, 500. François Meunier, 1500. Emmanuel Ningou, 2000. Elisabeth Dodo Flore, 1000 francs. Donatien Niamendio Fumba, 5000. Emmanuel Noumsi, 1000 francs. Mafola Gladys, 1500. Olivier Yomba Toché, 2000. Marie-Liliane Tidoyemagou, 2000. Carole Sindine Jose Douta, 3000. Alphonse Tuendieu Metcheux, 1000 francs. Tuekam Albert, 2000. Mendo Gema Priscille Daniela, 1000 francs. Christian Sondon, 1500. Ndjeya Elise, 1500. Sonia Moyon Djaché, 2500. Sylvie Pierrette Lontifoukom, 2500. Dorian Fokou, 1000 francs. Rostan Christian Tachoum Defo, 5000. Yannick Chio, 10 000. Abibatou Tchoukov Zessen, 1000 francs. Landry Martial Fopa Boro, 1000 francs. Jean-Rodi Kemwe, 100 francs. Famille Fondoumbik, 2000. Ayman Dimeli Nyepa, 10 000. Neri Fekuniani, 1000 francs. Alain Bertrand Toutakam, 10 000. Loveline Guimaga, 2000. Justin Kouamo Mepa, 1000 francs. Marie-Gisèle Wafo Meben, 1000 francs. Dalvin Angegan Sanjo, 1000 francs. Maurice Kemdemfo Binake, 5000 francs. Calvin Pierre Boubdakwam, 12 000. Honoré Kamdem Liapoé, 2 000. Gilbert Chofak, 1000 francs. Josué Ndjomo, 10 000. Virginie Kemeni, épouse Wadje, 1000 francs. Jires Franklin Situe, 2 000. Serge Aimé Moulom, 2 000. Joël Bienvenu Tachago, 2 000. Eric Paulin Komouchembu, 2500. Pierre Rodigo Chouake Lela, 2 000. Medicare, 5 000. Tatiana Carole Niacho Fonga, 2 000. Arnaud Tambou Nietchedieu, 10 000. Pierre-Marie Tchatoué, 1000 francs. Amel Sédic Tokungan, 500. Zefa Guy Collins, 1500. Clémentine Loïs Ekale, 500. Dankele Kamga Fondjeu, 1000 francs. Steva Zeken, 500. Gisèle Kenye, 500. Patrice Chomgo, 2000. Zeda Dieunedor, 1000 francs. Happiness Bouefeufe, 2000. Antonio Yapaki William Karim, 1000 francs. Ibrahim Alihou Lai, 426 francs. Gaël Trésor Nia Petom, 2000 francs. Bolivis Chambelin, 3000. Myrène Lokwechet, 5000. Dagobert Wankozoku, 10 000. Nameni Bernadette, 1000 francs. Ndjaku, 3000. Paul Albert Okol, 10 000. Martin Kleber Doumson, 5 000. Emmanuel Kouagne Toyou, 300. Georges Etundem, 1100 francs. Nadège Mekem, 1000 francs. Moumenere Azimi Gaga, 250 francs. Meldes Petiro Yemeli, 2000. Apollinaire Chofo Manfo, 1500. Sarazin Tanque, 20 000. Amel Flor Mambe, épouse Tchédje, 2000. Audrey Sonyanda Sinjomo, 500 francs. Yvonne Maraten, 1000 francs. Tchagop, 1000 francs. Adrien Kamoye Singonoué, 5000 francs. Nous reviendrons la semaine prochaine pour la suite de la lecture des contributions, si plaît à Dieu. Et j'aimerais bien voir comment la lecture de ces contributions va arriver. Va arriver jusqu'à son terme parce qu'Irène, vous avez des rames et des rames de papier. Ah oui, hein? ah oui. Il y en a au moins pour 10 pages. Et pour un montant total, vous l'avez dit, 1 512 187 francs CFA. Et je le répète, chers soldats de la solidarité, tous les montants sont acceptables, vous l'avez remarqué. Nous avons des personnes qui donnent 100 francs, 250, 300 francs. C'est le geste qui compte. C'est le fond du cœur qui compte. Donc, vous avez la possibilité, via les numéros de téléphone qui s'affichent au bas de votre petit écran, à savoir le 690 50 50 94 ou le 675 35 25 16, de bien vouloir nous faire parvenir vos dons en précisant par message votre nom, le cas social pour lequel vous contribuez, ainsi que le montant contribué. Nous disons la semaine prochaine. Oh, c'est tellement bien dit que je pense ne plus rien avoir à rajouter, si ce n'est remercier notre public qui a bravé la pluie
qui a donc accepté d'être là pour nous accompagner tout au long de cette émission. Remercier nos invités qui ont pu se déplacer malgré les intempéries et ceux qui n'ont pas pu venir. Ce n'est que partie remise. Merci à notre équipe de technico-artistique qui s'est mobilisée tout autour du réalisateur de l'émission, Danny Warren The 2. Merci, chers téléspectateurs, pour votre loyauté envers ce programme. Nous passons en mode rediffusion demain, vendredi, lorsqu'il sera 13h sur Equinox Télévision. Et également 8h30 samedi sur la même chaîne. Pour ceux qui nous regardent depuis les smartphones, vous pouvez continuer de nous suivre sur le compte YouTube d'Equinox Télévision ou sur une autre page Facebook. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine à la même heure pour le même plaisir. Bonne soirée.